Nous sommes au dimanche 25 novembre 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous avons promis de parler de trois sujets. Sassou Nguesso et le FMI, donc Sassou Nguesso et le Fonds monétaire international. Et puis, nous allons parler de la scission du Congo, quand même que j'ai vu le doyen Isidore Ayatonga qui a fait une publication dans laquelle il dit Bernard Pongui laisse ton affaire de scission du Congo en déboulonnant Sassou et le Congo se met sur les rails. Très bien Isidore Ayatonga, mais aujourd'hui nous allons parler des ingrédients qui nous emmènent vers une scission du Congo, hein, parce que c'est cela la réalité. Si les gens essaient de le parler, ils n'ont pas le courage de le dire, mais nous allons vous parler de ces ingrédients-là qui vont nous emmener vers la scission du Congo, qu'on en veuille ou pas. Si ces ingrédients-là perdurent, hein, persistent, et nous allons arriver là. Et puis nous allons terminer. Le troisième point, c'est éventuellement ce que nous avons appelé la résistance en esprit militaire. La résistance en esprit militaire. Et puis nous allons terminer avec quelques divers, hein, les divers sur ce qui est en train de se passer avec cette diaspora de France, cette diaspora de Paris. Et nous allons parler un peu de la vidéo de Brice Landry Déco, hein, cette vidéo qu'il a eu à publier. Il est venu quand même nous éclaircir pas mal de choses sur cette vidéo-là. Chers amis, nous avons publié tout dernièrement le compte rendu de la mission du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville. Excusez-moi, je vais simplement essayer d'ajuster la caméra. Voilà. Tout dernièrement, nous avons publié ce compte rendu là de la mission du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville. Je vais simplement retrouver ce compte rendu et par rapport à ce compte rendu, nous allons tous regarder c'est quoi réellement qui est écrit là-dedans et qu'est-ce que ça signifie pour le peuple congolais et c'est quoi le futur du Congo dans les jours à venir. Oui, chers amis. C'est ce qui est très important pour nous de regarder pour le moment. Donc pendant ce temps que nous sommes en train de parler, je suis en train de regarder la page où j'avais donc émis cette publication. Ce compte rendu donnera donc le chemin à suivre à tout un chacun de nous. Et ce direct, nous allons énormément développer sur ce compte rendu. Comme ça, vous comprenez de vous-même de quoi nous sommes en train de parler. Donc, juste un instant, je vais simplement retrouver la page et nous allons donc rentrer dans le vif de notre sujet. Voilà, la page je l'ai retrouvée. Je vais simplement aller donc ouvrir cette page. Je crois que nombreux parmi vous ont eu le temps de le lire. Hein. Le défaut chez le peuple congolais, c'est que le peuple congolais n'aime pas lire. Hein. Ils veulent que d'autres personnes aillent chercher des informations à leur place. Et à la place, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent simplement pour critiquer, hein, pour insulter, hein, comme nous sommes en train de voir tout un tas des insultes qui m'arrivent dans les inbox Facebook ou dans plusieurs publications. Mais nous allons dire les noms, hein, de ceux qui parlent de ces insultes-là. On va leur dire dans la partie divers. Voilà. Donc, chers amis, nous le savons, nous allons simplement tourner la caméra et vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler. Parce que c'est toujours mieux de faire ces discours avec des preuves à l'appui. Voilà, on va essayer de tourner. Vous le voyez, chers amis, les services du Fonds monétaire international avaient achevé donc leur mission en République du Congo. Donc ça, c'est une publication que nous avons prise dans le site du Fonds monétaire international, que nous avons mis sur notre page Facebook, et nous avons demandé au peuple congolais d'aller lire le contenu. Parce qu'il y a eu plusieurs messages, on peut dire, des Congolais qui se sont mis extra. Bon, écoutez, je tire encore l'attention de tous ceux qui sont en train de m'appeler pendant que je suis en direct. Je vais vous virer définitivement de ma liste des amis, hein, ça c'est clair. Donc ne me perdez pas les fils des idées, s'il vous plaît. Si vous voulez la conversation, vous devez attendre à la fin, hein, et puis on pourra s'appeler. Mais en tout cas, si vous le répétez, je vous vire à l'instant même, parce que vous allez me perdre les fils d'idées. Nous sommes ici pour la cause du Congo, donc soyons concentrés pour la cause du Congo. Voilà, donc on le répète encore, nous sommes sur la page du Fonds monétaire international
et vous pouvez donc lire le compte rendu de la mission du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville. Vous voyez, comme vous le voyez ici, les services du Fonds monétaire, le service du Fonds monétaire achève leur visite en République du Congo et le compte rendu est bien là-dedans. Mais chers amis, si vous essayez de lire ce contenu, vous aurez certainement le temps de bien regarder encore sur mon mur Facebook et d'aller le lire. Ce que nous avons remarqué quand vous lisez ce communiqué, on vous dit il y a des progrès qui se font, des progrès qui se font. Ça, c'est d'après ce que le Fonds monétaire international est en train de nous dire dans son compte rendu. Mais il faut le dire que le compte rendu du Fonds monétaire international est basé sur des données que le régime de Sassou leur donne. Donc, le Fonds monétaire international n'est pas dans la paperasse du Congo. Ce sont des fonctionnaires du Fonds monétaire international qui arrivent dans une mission au Congo-Brazzaville. Et quand ils arrivent en mission au Congo-Brazzaville, ce sont ceux-là qui sont censés les recevoir, qui leur donnent toute la documentation, et eux, ils basent tout le rapport en fonction de toute la documentation qu'ils reçoivent. Donc nous allons lire quelques lignes, parce que ça c'est très intéressant. Nous n'allons pas lire les lignes où on parle, nous allons lire quelques lignes. L'inflation devrait rester inférieure à 2%, et la forte expansion des exploitations pétrolières devrait permettre de dégager un excédent de la balance des transactions courantes pour la première fois depuis 2014. Bon, nous le savons, les autorités de régime d'oyocratie ont tablé la relance économique du Congo sur un baril du pétrole à plus de 60 $, chers amis. Excusez-moi, je vais simplement resserrer. Voilà, donc à plus de 60 $. Mais nous le savons, depuis ça fait déjà plus de 25 jours, le baril de pétrole est en train de chuter, donc du Brent, parce que nous utilisons le baril du Congo, c'est du Brent, est en train de chuter. Le prix est passé quasiment, hier j'ai vérifié, nous étions autour de 54-53 $. Oui, chers amis. Donc vous voyez que ce que le Fonds monétaire international a présenté est basé sur les documents ou la documentation que le régime de Brazzaville leur a donné. Donc ils ont tablé la relance par l'économiste Sassou, l'économiste qui a fait ses études d'économie à Oyo, à l'université d'Oyo, l'université Mouébara, l'université Poroporo, l'université, si vous voyez, Nguessam à Oyo, l'économie Sassou qui table la relance économique du Congo sur un baril de 60 $. Mais vous voyez que donc toute la documentation qu'ils ont remis aux fonctionnaires du Fonds monétaire international est basée sur cela. Donc ils ont chiffré que l'économie va prendre un pic, et vous avez donc vu aussi lors de sa mission à Paris, il a rencontré le patron de Total qui parle donc de la production d'une forme exponentielle du champ Moho Nord. D'ailleurs, ils n'ont jamais cru que Moho Nord pouvait arriver à produire de cette façon. Donc c'est une pompe grandement ouverte qui est en train de sortir du brut du sous-sol. Vous voyez, chers amis. Et donc, ils disent qu'ils vont augmenter la production, mais c'est que le Fonds monétaire international doit savoir que toute production aujourd'hui du Congo est bradée, parce que l'argent se retrouve dans les bunkers personnels, dans les paradis fiscaux. Donc, avant que le pétrole ne soit extirpé du sous-sol du Congo, ce pétrole est déjà vendu. Et cet argent-là est contrôlé par une famille. Donc, vous voyez que, donc, quand on nous parle que on va avoir une relance économique à plus de 2%, ça, c'est ce qu'ils n'ont jamais vu depuis 2014. Alors, ils ont basé la relance sur la production du pétrole, la vente du pétrole, tablée à plus de 60 $ le baril. Mais nous savons que le président Trump avait même fait un tweet que nous avons tout de suite publié sur notre mur Facebook, là où il le dit, le président Trump est en train de remercier les Saoudiens du fait que les Saoudiens ont augmenté la production, parce que quand on augmente la production, on arrive donc à descendre le coût du baril, vous voyez, chers amis. Et donc, quand le coût du baril arrive à descendre, l'activité économique est carrément relancée, dans tout ce qui sont
dans des activités de commerce, des activités de transport, vous voyez, surtout pour l'Amérique du Nord ou pour l'Europe où l'économie fonctionne à base de systèmes de transformation industrielle et des marchandises doivent quitter d'un point A à un point B. Et en ce moment, le prix du carburant à la pompe doit forcément baisser, vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que quand le coût du baril baisse, le prix à la pompe baisse. Et ça permet à l'industrie manufacturière de pouvoir augmenter les chiffres d'affaires. Donc, quand on augmente les chiffres d'affaires, ça veut simplement dire on va donc créer plusieurs emplois. Et quand on crée des emplois, alors, ça signifie quoi? Ça signifie des revenus pour l'État. Parce que quand on crée des emplois, plusieurs personnes payent des taxes. Et ça fait des revenus et des gains à l'État. Et c'est comme ça qu'on parle d'un État prospère. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi le président Trump a énormément félicité les Saoudiens de maintenir la production à un coût maintenir la production du pétrole et aussi de maintenir le prix du baril au plus bas niveau. Et le président Trump l'a même dit qu'il veut que ce prix-là continue à baisser. Donc vous voyez que pour l'économiste Sassou, l'économiste de Oyo, qui a fait ses grandes études à Oyo, dans des grandes écoles d'économie, qui table la relance économique de $60, alors vous voyez qu'il ne peut plus parler de sa relance économique de 2% qu'il a remis aux agents du Fonds monétaire international. Parce qu'en ce moment-là, le prix du pétrole ne sera plus à $60 le baril, comme lui il est en train de penser. Nous allons continuer de donner. On dit des progrès, hein. Vous le voyez ici, on le dit, des progrès considérables ont été... Bon, je suis simplement en train de lire à ce niveau-ci. Des progrès considérables ont été accomplis dans la mise en œuvre du programme des réformes structurelles des autorités. Il dit, ce que nous voulons parler des réformes structurelles des autorités. Les réformes structurelles, c'est quoi? Mais c'est ce que vous avez déjà vu là. La privatisation de plusieurs appareils de l'État, de plusieurs compagnies para-étatiques que nous avons au Congo. Nous savons déjà que l'Office national des postes et télécommunications n'existe quasiment plus. Hein. C'est géré par des amis des Sassou. D'ailleurs que son ministre Ibombo est devenu un véritable homme d'affaires, hein, dans la gestion des bases de données, qu'il s'agit des bases Internet. On fait venir des partenaires de gauche à droite, d'Afrique du Sud, ainsi de suite. Donc, ils ont déjà réussi sur ce plan-là. Mais vous avez vu, entre-temps, les agents de la SNE, de la SNDE au Congo se sont levés. Il y a un de ces syndicalistes qui parlait de la division de ces compagnies. Nanzete à Misato. Donc, couper ces entreprises, excusez-moi de mon lingala, mais c'est cela aussi le vrai compatriote, le vrai Congolais. Il faut se démerder à parler les langues nationales. Vous voyez, chers amis. Donc, ils veulent couper ça en 3 têtes, en 3 compagnies. Banzete à Mitu, et à Mitu Misato. Mitu Misato, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, on s'excuse pour notre lingala, mais en tout cas, ils ont réussi à le faire. Hein. Aujourd'hui, vous avez l'un des ministres de Sassou de l'économie, Gilbert Ondongo, qui a pris donc la commande de la SNE, de la Société nationale de distribution d'électricité et d'énergie. Et puis, si vous essayez de regarder dans ses partenaires, éventuellement, vous avez des gens ressortant de la Société nationale des pétroles du Congo, tout, on peut dire des voyous du système, parce qu'on ne peut pas leur parler des dignitaires. Ils sont tous des actionnaires à l'intérieur. Donc la SNE va faire la même chose. Tout ce qui existe de l'État congolais ne va plus quasiment exister. Mais ça signifie quoi? Ça signifie des pertes d'emploi. Donc ça signifie quoi? La réduction du train de vie de l'État. Hein, c'est-à-dire qu'on envoie simplement ces employés-là au chômage, comme Sassou avait déjà fait avec l'Office national des postes et télécommunications. On coupe donc le nombre d'emplois, le nombre de salariés de l'État congolais à plusieurs. Donc on le sectionne. Et ça fait partie des réformes que le Fonds monétaire international est en train d'attendre. Voilà pourquoi vous avez vu que le Fonds monétaire international dit qu'il y a eu du progrès, il y a eu l'évolution sur les réformes. Donc vous voyez, chers amis, c'est très important. Les réformes sont en train de se faire de quelle façon? On essaie de privatiser toutes ces compagnies-là, achetées par les gens qui ont pillé l'argent du Congo. Des gens qui n'ont jamais été poursuivis par l'État congolais. Donc, vous allez voir qu'il y a une note déjà ministérielle qui a été sortie. Nous avons déjà publié cette note où on vous dit
toute personne qui détient 1 million est capable de s'acheter de la créance, hein, est capable de devenir un créancier à l'État congolais. Mais qui sont ces gens-là qui vont devenir des créanciers de l'État congolais? Éventuellement, ceux-là qui ont déjà volé de l'argent du Congo, ceux-là qui détiennent l'argent du Congo, ceux-là qui ont pillé l'argent du Congo. Vous vous souvenez, il y a, on peut dire, quelques mois ou quelques années, nous avons fait, hein, nous avons déjà prévenu le peuple congolais que ces gens-là vont piller l'argent du Congo et ils vont revenir un jour réinjecter cet argent sous forme de créance à l'État congolais. Donc, ces gens-là vont devenir des créanciers du Congo au même titre que le Fonds monétaire international, au même titre que le Club de Paris, le Club de Londres. Oui, chers amis. Éventuellement, c'est ce que nous sommes en train de voir. Ils ont publié une note où on demande à tout Congolais qui a plus d'1 million de venir et donc réinjecter cet argent-là à l'État congolais. Et en ce moment-là, déjà, au moment où ils vont injecter cet argent, ils vont donc commencer déjà à récupérer des intérêts. Mais comment ils vont récupérer ces intérêts? Ça, c'est des questions que nous sommes en train de se poser. Donc, pour le Fonds monétaire international, les exigences qu'ils ont présentées, c'est éventuellement de revoir la gestion de l'État, des réformes. Donc, quand on parle des réformes, on parle des pertes d'emploi. Hein, chers amis, écoutez ça. Des réformes, on parle des pertes d'emploi. Pour le Fonds monétaire international, ils vont s'en foutre éperdument. Si Sassou continue à piller l'argent du Congo, ils vont s'en foutre du moment où Sassou est plein. Parce que pour la banque, hein, ce qui compte, vous devez comprendre ça. Hein. Pour une banque, ce qui compte, ce sont les garanties qu'ils ont. Les garanties que cette banque va recevoir et qui leur permettraient de croire que vous êtes capable de payer votre dette, de payer les intérêts et de le payer en un temps record, en un temps que vous aviez conclu dans votre contrat. C'est comme ça que la banque fonctionne. Donc la banque ne va pas aller voir votre casier judiciaire, ne veut pas aller voir votre statut, c'est pas vous appartenez où. La banque voit votre portefeuille, il voit vos capacités de rembourser de l'argent. Voilà pourquoi vous voyez que la mission du Fonds monétaire international au niveau du Congo est en train de retarder, parce que le Fonds monétaire international, on peut arriver jusqu'à 6 ans. Hein. Vous vous souvenez, hein, le Zimbabwe a fait quasiment plus de 6 ans avant qu'ils arrivent à un accord. Mais donc, dès qu'ils ont obtenu l'accord, ils ont obtenu les garanties. Nous avons vu Mugabe a essayé de faire semblant de fermer un certain nombre de fermiers blancs pour essayer de récupérer des terres. Ça faisait partie des stratégies. Mais dès que Mugabe a eu son pactole, ils se sont sucrés avec cet argent, avec tous ces gens du régime de Mugabe. Vous voyez? Donc, le cas du Congo-Brazzaville, nous sommes en train de nous diriger vers là. Si nous sommes en train de regarder. On va continuer de lire parce que, chers amis, c'est très intéressant. Allez-y lire avec beaucoup plus d'attention ce rapport-là, vous allez comprendre. On nous parle des progrès pour le Fonds monétaire international. Les progrès, c'est quoi? Pour eux, ils ont vu, Sassou a fait ce geste de mettre en place cette commission anti-fraude, anti-corruption. Il est en train de procéder aux coupures. Nous avons tous vu au niveau de l'armée une liste qui est sortie de plusieurs militaires congolais qui vont envoyer en retraite anticipée. Hein, en retraite anticipée, ça fait partie de ces stratégies. Nous savons qu'aujourd'hui, le plus gros employeur au Congo, c'est les forces de la Gestapo. Hein, les forces de la Gestapo. Donc, on peut dire la milice privée de Sassou Nguesso, qu'ils payent avec l'argent de l'État congolais, mais ces gens-là sont là pour le servir. Voilà, donc nous allons continuer cette lecture. Et on va dire, là nous sommes à ce niveau, l'équipe du Fonds monétaire international poursuivra les discussions avec les autorités sur les étapes nécessaires pour que la demande de la République du Congo pour un arrangement financier pour 3 ans au titre de FEC puisse être examinée par le conseil d'administration. Vous voyez que on parle ici maintenant de 3 ans. C'est-à-dire que les coupures que ça soit en train de faire va donc, si vous voulez, permettre à Sassou d'être maintenant qualifié à obtenir un prêt au moins de 3 ans. Oui, chers amis. Mais qui sont ces conseillers financiers de Sassou? Ce sont des Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui, qui a fait un chiffre d'affaires de quasiment de plus de 5 millions d'euros, hein, de chiffre d'affaires, de bénéfices. Hein, son entreprise a eu à faire. Donc, nous avons vu l'évolution de son chiffre, de son chiffre d'affaires au niveau de son entreprise. Vous voyez, il est conseiller
par ceux-là qui, on vous avait déjà dit que ceux qui autrefois étaient les diplomates dans nos États, ce sont eux-là qui deviennent les conseillers de ces, entre guillemets, de ces chefs d'État africains. Parce qu'ils connaissent tout le réseau, comment ces réseaux mafieux fonctionnent, comment se taper de l'argent. Quand ils ne sont plus dans leur fonction de diplomate, ils deviennent des conseillers, ils deviennent les lobbyistes de ces chefs d'État-là auprès des institutions internationales ou encore dans leurs États respectifs. Ils connaissent comment la corruption fonctionne et ils connaissent comment est la mentalité de ces chefs d'État. Ils deviennent donc des hommes d'affaires. Ils créent donc de petites entreprises derrière, en forme d'entreprise de conseil, et pour se taper de l'argent derrière, le sang des Africains et le dos des Africains. Vous voyez, chers amis? Et c'est de cette façon que ça fonctionne. C'est le même cas de Dominique Strauss-Kahn, qui a été fonctionnaire au Fonds monétaire international, mais aujourd'hui qui est devenu quasiment le conseiller de tous ces chefs d'État dans des pays d'Afrique centrale francophone. C'est ça, chers amis. Parce qu'il faut le dire que ce n'est que dans cette zone francophone que nous sommes en train de voir une corruption à haut niveau, où tout le monde est mouillé, que vous soyez diplomate, où l'intégrité n'a plus sa place. Ce qui compte, c'est la poche que vous pillez. Et il ferme les yeux à tous les crimes, à toutes les violations des droits de l'homme, à toute la répression qui est en cours, à tout le vol, les détournements de fonds. Ils ferment les yeux. Ce qui compte, c'est leur poche. Vous voyez, chers amis. Nous allons continuer à regarder cette affaire du Fonds monétaire international. Bon, si vous allez aller lire, vous allez lire tous ces contenus. On essaie de dire l'activité économique se stabilise, hein, mais cela reflète des tendances divergentes dans les secteurs pétroliers et non pétroliers. Vous voyez, donc chers amis, vous pouvez aller lire tout ce contenu et vous vous rendez compte que nous nous dirigeons forcément vers un accord entre SASO et le Fonds monétaire international. Et nous allons simplement lire. L'équipe du Fonds monétaire international poursuivra les discussions avec les autorités sur les étapes nécessaires pour que la demande de la République du Congo pour un arrangement financier pour 3 ans au titre de FE puisse être examinée par le conseil d'administration. Ces étapes consisteraient à réviser le projet de la loi des finances de 2019, de mettre en œuvre des réformes visant à améliorer la gouvernance et la transparence, ainsi que d'obtenir des assurances de financement explicite des créanciers officiels et extérieurs, y compris un allègement de la dette nécessaire pour rétablir la soutenabilité de la dette du Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis, vous voyez qu'en lisant tout ça, vous sentez que on est en train d'améliorer le discours au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer. Quand on améliore ces discours, l'amélioration du discours part en faveur de Sassou Nguesso et le régime qui a plongé le Congo dans cette situation financière. Mais cela nous emmène où, chers amis? Je vais simplement d'abord essayer d'arranger la caméra et nous allons tourner la caméra ici. Cela nous emmène où? À la situation de 2010, chers amis. 2010, le Congo-Brazzaville passe dans un statut spécifique de PPTE, pays pauvre, très endetté. Pendant ce temps, le Congo, il y a eu plusieurs publications, tout a démontré que le Congo ne pouvait pas rentrer dans cette catégorie de PPTE. Mais il faut le dire qu'il y a eu une magouille exceptionnelle qui s'est passée. À l'époque, Nicolas Sarkozy, président de la République de France, Dominique Strauss-Kahn, président du Fonds monétaire international, ce même Dominique Strauss-Kahn qui est devenu le conseiller financier de Sassou Nguesso. Alors, ça pose des questions d'éthique et de moralité. Hein? Ces mêmes gens qui ont permis au Congo de passer dans la catégorie PPTE, ce qui a fait que le Club de Paris a réduit la dette du Congo à plus de 60%, donc plus de 60% de la dette du Congo avait été effacée, chers amis. Donc le Congo partait sur une nouvelle base. Et en même temps, qu'est-ce que nous avons vu? Des booms pétroliers. Le coût du baril était autour de 110 $ le baril. Le Congo a fait d'énormes revenus. Et nous avons même eu des réserves de cash au niveau de la BAC, Banque économique des États de l'Afrique centrale, qu'aujourd'hui, toutes ces réserves ont disparu. Mes chers amis, nous parlons toujours avec preuve. Nous allons écouter ce que Sassou Nguesso,
Et c'est ce que les compatriotes, un des compatriotes nous disent que nous avons la haine, que nous sommes des tribalistes, on a la haine. Chers amis, ce n'est pas de la haine. Nous avons une colère énorme à l'individu Sassou, parce que c'est un menteur, un manipulateur, un démagogue. Il ment les Congolais et il continue à mentir les Congolais. Et il y a une catégorie de Congolais qui continue à croire à cet homme. C'est incroyable. Mais nous les prenons par leurs propres mots. C'est que lui-même, il vient dire en public. C'est cela, chers amis. Si nous avons un cerveau assis tranquillement, nous pouvons comprendre. Mais, chers amis, avant que nous passons à écouter les paroles de Sassou Nguesso, nous allons simplement vous faire jouer un petit message audio. Vous allez comprendre le rôle des banques. Le rôle des banques. Mais, chers amis, nous n'avons pas accusé le Fonds monétaire international. Parce que le Fonds monétaire international est une banque, est une entreprise qui doit faire des chiffres d'affaires. Donc, quand vous êtes une banque, vous faites affaire à des gens qui n'ont pas de moralité, à des gens qui n'ont pas la maîtrise du système économique. Parce qu'il faut le dire que, si vous essayez de regarder le Sénégal, dans leur système économique, même dans le fonctionnement de leur banque centrale, vous aviez des Sénégalais intègres qui sont là-dedans, des Sénégalais qui sont dans la ligne des décisions. Oui, chers amis. Mais chez nous, qu'est-ce que nous avons remarqué? Vous avez un Sassou qui est complexé de l'être blanc, hein, c'est-à-dire du blanc. Et c'est ça la réalité, hein, ça n'a rien de xénophobe ou de colère. Sassou, si vous êtes seulement blanc, par la couleur blanche, vous arrivez auprès de lui, il tremble, il vous donne tout. Pour lui, il pense que le Congolais n'est pas intellectuel, le Congolais n'est pas bon. Vous voyez, chers amis. Et c'est cela qui est en train de se passer. Vous voyez? C'est cela en réalité qui est en train de se passer. Le Fonds monétaire international est une banque. Quand une banque se rend compte qu'elle est en face d'un partenaire qui n'a aucune connaissance de notion économique, mais bien sûr que la banque va chercher à prendre son avantage. Et c'est cela, chers amis. Parce qu'on se rend compte que la banque travaille pour faire le profit. Et c'est cela, chers amis. La banque travaille pour faire le profit. La banque veut des garanties. Vous êtes capable de payer, on évalue votre salaire, vos revenus. On dit oui, il est capable de payer. Donc, quelle période d'amortissement? On essaie de calculer la période d'amortissement. On dit bon, on est capable de lui donner tant. On a réduit le truc de Sassou. Mais écoutez, hein, chers amis, ce qui est plus important sur les banques. On va essayer de jouer ce message. Tout comme ce sont les banques qui décident de ce qui doit être financé en fonction de leurs intérêts, dans les médias dominants, c'est l'oligarchie qui décide l'information qui doit être diffusée en fonction là aussi de ses propres intérêts. Bon, le contrôle du vecteur soit de la richesse. Bon, nous avons entendu ça? Vous avez entendu? Les banques décident à qui ils veulent donner de l'argent en fonction de leurs intérêts. Vous avez entendu ça, chers amis? En fonction de leurs intérêts. Donc les banques évaluent et disent qui nous devons donner cet argent. Est-elle à déposer sa demande? Nous allons évaluer et nous allons voir quel est l'intérêt que nous allons le structurer auprès de cet individu. Et c'est le cas Sassou. Mes chers amis, nous sommes en train de revenir du scénario de 2010 avec Sassou et le Fonds monétaire international. Nous allons donc aller prendre la vidéo de Sassou et la vidéo de Sassou et nous allons donc écouter simplement ce que Sassou va nous dire ici, là. Parce que, chers amis, nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde... Bon, voilà. Donc, on va là simplement aller changer la disposition du micro. Et nous allons essayer de jouer cette vidéo. Bon, voilà. Nous étions déjà en 2010, le 2 février 2010, que Télé Congo faisait ce reportage. Nous allons tourner la caméra et vous allez écouter ce que Sassou est en train de nous dire ici, chers amis. Voilà. On va tourner et on va essayer de jouer. Certainement, nombreux parmi vous ont déjà vu cette publication, publiée par Brazza Info. Et c'est là où nous avons pris cette vidéo. Nous, on parle toujours des sources, de là où nous prenons nos informations.
Voilà, donc on va essayer de jouer cette vidéo et nous allons écouter ce que l'homme est en train de nous dire. Mettre de l'ordre dans la gouvernance et la gestion. Je suis sûr que les bienfaits vont rejaillir sur le peuple. Et pour atteindre cet objectif, nous avons accepté d'engager de sérieuses réformes dans le pays. La gouvernance, la gestion sérieuse de manière générale, la lutte contre la corruption. La presse a également suscité la réaction du chef de l'État à propos de l'accession du Congo à l'initiative du Congo au point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et le président de la République pense qu'il faut se garder de tout triomphalisme. Suivez. C'est un événement important. Le fait qu'on ait atteint ce point d'achèvement et qu'on ait ainsi obtenu l'allègement du poids de la dette. C'est cela la question, l'allègement du poids de la dette. Et pour atteindre cet objectif, nous avons accepté d'engager de sérieuses réformes dans le pays. La gouvernance, la gestion sérieuse de manière générale, la lutte contre la corruption, etc. Ce sont des engagements que nous avons pris et que nous devons honorer. Nous devons continuer d'appliquer ces réformes. Ce n'est donc pas un cadeau comme ça que maintenant c'est fini. On a tout gagné, on peut dormir et puis les bienfaits vont tomber. Nous avons obtenu l'allègement de la dette, c'est vrai. Nous devons engager de sérieuses réformes, continuer à travailler, à mettre de l'ordre dans l'administration, à mettre de l'ordre dans la gouvernance et la gestion. Et je suis sûr que les bienfaits vont rejaillir sur le peuple. Bon, voilà. Vous avez entendu là le démagogue, le manipulateur Sassou Nguesso, qu'un certain nombre de compatriotes sont derrière ce monsieur. Il ment comme il respire. Chers amis, certainement que la qualité de la vidéo était très mauvaise. Nous avons simplement pris le temps de mettre quelques notes sur le papier. Il dit, chers amis, parce que nous sommes là pour vous dire la vérité, il dit un événement important du fait qu'on ait atteint le point d'achèvement. Le point d'achèvement, ça c'est ce qu'il dit. Voilà, le point d'achèvement, et qu'on ait ainsi obtenu l'allègement de la dette. Ça c'est ce qu'il dit. C'est cela la question, l'allègement du poids de la dette. Et pour atteindre cet objectif, ça c'est ce que Sassou est en train de nous dire, nous avons accepté d'engager des sérieuses réformes dans le pays. Écoutez ça, il cite donc ces réformes. Et nous étions là le 2 février 2010. Il dit la gouvernance, la gestion sérieuse de manière générale. Ça c'est ce que Sassou dit. La lutte contre la corruption. Ça c'est ce que Sassou dit. Ce sont des engagements que nous avons pris et que nous devons honorer. Ça c'est ce que Sassou dit. Nous devons continuer d'appliquer ces réformes. Ça, c'est ce que Sassou est en train de nous dire là, le 2 février 2010. Ce n'est donc pas un cadeau comme ça, hein, avec ses mains-là, bourrées du sang, bourrées de la haine contre le peuple congolais. C'est maintenant, il dit, ce n'est donc pas un cadeau comme ça, c'est maintenant, c'est fini. On a tout gagné, on peut dormir, puis les bienfaits vont tomber. Nous avons obtenu l'allègement de la dette, c'est vrai, nous devons engager des sérieuses réformes, continuer de travailler, de mettre de l'ordre dans l'administration, de mettre de l'ordre dans la gouvernance, dans la gestion. Je suis sûr que les bienfaits vont jaillir sur le peuple
sur le peuple. Ça sont les dires de Sassou le 2 février 2010, quand le Congo basculait en catégorie de PPTE, pays pauvres très endettés, avec l'allègement de la dette de plus de 60% du PIB congolais. Mais, où nous sommes aujourd'hui? Où nous sommes aujourd'hui? Et c'est là où nous prenons tous ces Congolais, les fanatiques de Sassou, qui veulent nous emmener vers un monologue de dialogue et qui nous traitent de tout, de tribalisme. C'est là où nous voulons parler à ces gens-là. Nous étions en 2010, nous sommes aujourd'hui en 2018. Donc, 8 ans après, où est-ce qu'il a emmené le pays aujourd'hui? Le pays est dans une banqueroute. Toutes ces réformes qu'il a promis au Fonds monétaire international, il ne l'a jamais fait. La gouvernance, est-ce qu'il a fait? Non, il ne l'a jamais fait. La gestion sérieuse des réformes, de manière générale, quand il a cité la lutte contre la corruption, etc., il l'a fait? Non. Quand il parle de continuer à travailler, de mettre de l'ordre dans l'administration. Y a-t-il de l'ordre dans l'administration au Congo? Non, chers amis. Non, monsieur le FMI, madame Lagarde. Il n'y en a pas. Donc vous voyez que le Fonds monétaire international veut encore nous enrouler dans la farine avec le régime Sassou. C'est cela que nous condamnons. Et les administrateurs, le conseil d'administration du Fonds monétaire international doit être au courant de cette vidéo-là. Des réformes que Sassou a promis. Sassou ne l'a jamais fait. De mettre de l'ordre dans la gouvernance, dans la gestion. Est-ce qu'il avait fait? Non, il ne l'a pas fait, chers amis. Je suis sûr que les bienfaits vont jaillir sur le peuple. Est-ce que ces bienfaits des réformes de Sassou de 2010 a jailli dans le peuple congolais? Non, chers amis. Non, madame Christine Lagarde. Et alors, chers amis, on le dit d'une manière claire. Vous voyez que nous sommes là en train de nous diriger vers un complot financier qui permettrait encore de donner l'argent à Sassou sous une forme de dette, mais qui sera simplement endossée au peuple congolais. Et nous, le peuple congolais averti, nous disons au Fonds monétaire international que 92% des Congolais ont dit non à Sassou et disent non à cet argent que vous voulez donner. Donc on vous le dit, ne perdez pas votre temps à aller aux missions au Congo, aller discuter avec Sassou, parce que vous savez que toutes ces réformes qu'il venait de dire, il a déjà dit une fois et il ne l'a jamais respecté. Et donc, vous allez vous attendre à quoi? Toutes les fois qu'il est en train de déplacer les entreprises, de prendre les entreprises de l'État congolais, de le donner à ses parents, à ses amis, la destruction de l'économie du Congo, les terres d'économie. Là, nous sommes même en train d'en parler. Monsieur Charles-Alexandre Tsanga, notre frère, qui est très crédible dans ses informations, il a fait une publication dans laquelle il dit on est même en train de privatiser, de vendre la douane congolaise, donc les services de douane congolaise. Les services de douane congolaise. Mais si vous vendez la douane congolaise, alors vous voyez que c'est comment les revenus que vous coupez à l'État congolais. Donc ce sont simplement des étrangers qui vont gérer cet argent. Donc les réformes que Sassou avait promis en 2010, l'allègement de la dette, il n'est pas question de se croiser les bras pour dire que c'est fini. Alors vous le voyez qu'il avait croisé les bras, le Congo est reparti en zéro. La machine de la corruption, du vol, du pillage est repartie. On peut citer plusieurs affaires. Sandance, pillage d'argent des ressources minières du Congo par la famille Nguesso et les gens du Parti Congolais du Travail. L'affaire Genvor, le pillage du pétrole congolais, il n'y a eu personne qui a été arrêté. Et quand nous sommes encore en train de regarder, les Panama Papers parlent de trafic, l'affaire de l'Ikwala, hein, ces compagnies, cette plateforme qui produisait de l'argent, dont la compagnie qu'on a eu à créer au niveau des paradis fiscaux, qui était devenue simplement une bulle pour pouvoir piller l'économie du Congo. Et tout ça, nous avons vu, chers amis. Nous avons parlé des Panama Papers, où tous les dîners, on peut dire, les voyous de ce régime ont de l'argent dissimulé partout à travers le monde entier. Nous avons les biens mal acquis d'Nguesso. Vous voyez que ça se dit que ce n'est pas qu'un cadeau comme ça, que bon, on a eu l'allègement de la dette, nous devons s'arrêter de travailler, mais nous devons mener des sérieuses réformes. Ça, c'est ce que ça se dit. Alors, chers amis, chers compatriotes, peuple du monde entier, démocrates du monde entier, ne venez donc pas nous menacer, nous critiquer, que nous avons la haine, que nous sommes des tribales. En fonction de quoi je veux avoir la haine
contre Sassou Nguesso, qui est censé être le garant de la Constitution, le garant de la vérité, et qui vient vous parler de tous ces mensonges, et que nous sommes un peuple aveuglé en train d'acclamer. Alors, soyez-en sûrs que si vous avez des Congolais abrutis, comme cette jeunesse qui est en train de suivre Sassou d'une manière de mouton, mais en tout cas, nous ne pouvons pas suivre Sassou d'une manière de mouton, parce que le Créateur nous a dotés d'un cerveau, un cerveau qui nous permet de distinguer, de lire et de comprendre et de voir le mal et le bien. Oui, chers amis. Alors, on le dit, chers amis, tout ce pillage de l'argent du Congo, des réformes, il n'y en a pas eu. Le Congo est en banqueroute économique. Le Congo est en banqueroute financière. Le Congo a tous ces crimes que nous sommes en train de voir. Au lieu que le Fonds monétaire international s'intéresse à des véritables problèmes des Congolais, on s'intéresse à vouloir sauver un régime parce que ce régime reçoit le soutien d'une nation qu'on appelle la France. Alors ça, nous disons non. Et nous disons encore au Fonds monétaire international que l'argent que vous donnerez à Sassou Nguesso ne sera pas de l'argent que vous avez donné au peuple congolais. Donc, ne voyez pas Bernard Pongui qui vous parle aujourd'hui, mais c'est tout un peuple, toute une diaspora, toute une nation, toute une jeunesse qui a dit non à Sassou, qui a dit pas question de donner l'argent aux gens qui ont déjà mené le pays dans la banqueroute. On ne peut pas donner de l'argent à des mauvais gestionnaires, c'est jamais vu. Je n'ai jamais vu en Occident une entreprise où le manager ou le directeur a mené l'entreprise dans la banqueroute, que les créanciers puissent encore ramener ce même directeur-là au sommet de l'entreprise. C'est quoi le retour sur l'investissement qu'ils vont avoir? Rien du tout. Donc on le dit, nous dénonçons le complot international, le complot financier que la magouille financière du système France-Afrique veut vouloir mettre en place pour aller dédouaner Sassou. Donc nous, peuple congolais, nous la jeunesse congolaise, ne regardez pas la voix de Bernard Pongui qui parle, mais regardez tout ce peuple, ces jeunes Congolais qui sont dans la prison qu'on appelle le Congo-Brazzaville. On le dit clairement. Madame Christine Lagarde, les grands créanciers du Fonds monétaire international, nous avons dit, nous sommes à l'étape de l'esprit, la mort ne nous fait pas peur. On l'a dit. Vous allez certainement nous assassiner, faites ce que vous voulez. Mais le peuple a dit ceci. Si vous donnez l'argent au peuple congolais, vous devez savoir que le peuple congolais, si vous donnez l'argent à Sassou, le peuple congolais ne reconnaîtra pas cet argent comme une dette que vous avez donnée à Sassou. Et que vous avez donné au peuple, au Congo-Brazzaville. Le peuple congolais reconnaîtra que vous avez donné de l'argent à Sassou. Mais en tout cas, ça ne sera pas reconnu comme une dette. Si Madame Christine Lagarde et tous ces grands créanciers, le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, tous ces grands hommes d'affaires, ces grandes compagnies, si vous donnez de l'argent à Sassou comme prêt, ça sera de l'argent que vous avez donné comme cadeau à la famille Nguesso, aux gens du régime Sassou. Ça ne sera pas un prêt que vous avez donné au peuple congolais. Ça, il faut que vous mettez ça déjà une bonne fois dans vos têtes, dans vos calculs économiques. Vous allez aller donner un cadeau de Noël à Sassou. Parce qu'en 2010, vous l'avez donné, il est venu vous parler d'un discours. Les réformes dont il a parlé, il ne l'a jamais exécuté. Au contraire, le Congo est parti en déclin dans la banqueroute. Le même bon élève, parce qu'il faut le dire, Sassou c'est le bon élève pour le système France-Afrique. Parce qu'il pille l'économie de son pays, il pille les richesses de son pays, et il fait que tous ces gens qui sont derrière lui dans le système du pillage international deviennent des hommes riches. Voilà pourquoi ils veulent encore vouloir aller dédouaner Sassou. Et on le dit, démocrates africains, peuple du monde entier, ne nous prenez pas comme des fous. Et nous, on le dit. Si Mme Christine Lagarde, patron du Fonds monétaire international, les créanciers du Fonds monétaire international, si vous donnez votre argent comme prêt au Congo, sous le régime Sassou, on le dit, vous l'avez donné à Sassou Nguesso comme un cadeau, pas au peuple congolais. Nous ne reconnaîtrons pas cet argent et nous considérons que vous êtes en train de financer la guerre. Que vous aviez donné de l'argent, vous avez financé la guerre, vous avez financé les crimes économiques, vous avez financé les crimes de guerre, le génocide au Congo
dans le département que nous appelons, dans cette zone du Royaume Congo que nous appelons la zone Sundi, dans le territoire Sundi. Ce territoire Sundi qui inclut la Bwenza, le Nyari, l'Alukumu, le Poul, c'est cela. Si le Fonds monétaire international, on le répète, vous donnez de l'argent à Sassou sous forme de prêt, vous l'avez donné un cadeau à la famille Sassou et non au peuple congolais. Nous, même si ce n'est pas nous, ceux qui viendront après nous poursuivront le Fonds monétaire international de pouvoir financer un criminel, de pouvoir financer les crimes économiques, les crimes de guerre dans les territoires du Congo-Brazzaville. Donc je crois que ce message va être bien recueilli et que les gens qui ont le pouvoir de décision au niveau du Fonds monétaire international connaîtront en ce moment-là de quoi nous sommes en train de parler. Donc vous voyez que, chers amis, dans le rapport du Fonds monétaire international que nous avons présenté, vous n'avez pas entendu expression dialogue là-bas. Le Fonds monétaire international n'a pas parlé d'un quelconque dialogue qu'un certain nombre des Congolais sont venus nous faire miroiter. Et cela nous remet donc à notre deuxième sujet, notre deuxième point de traitement aujourd'hui, qui est donc les ingrédients de la scission du Congo. Nous avons vu notre frère Ayatonga qui a fait une publication qui dit Bernard Pongui arrête avec cette affaire de scission, on déboule Sassou et puis le Congo va se rétablir. Mais ce n'est pas Sassou seulement, chers amis, c'est un système qui est bâti. Dans le système que Sassou a mis en place, il n'y a pas que les Mossi, il n'y a pas que les gens du Nord, il y a aussi des gens qui sont dans les départements du Sud qui font partie de ce système Sassou. Donc vous voyez que si vous déboulonnez Sassou, il faut déboulonner tout le système que Sassou a mis en place, que ce soit dans le système civil, le système militaire, dans tout le système économique du Congo-Brazzaville. Les ingrédients que nous avons présentement, qui ferait qu'un jour, ça nous emmène vers une scission du Congo. Ou, si ce n'est pas nous qui sommes en train de réfléchir aujourd'hui, mais ceux qui viendront après nous, nos cadets, nos enfants, n'auront pas la même vision que nous. Eux, ils seront certainement peut-être plus durs et plus caïds que nous. Ils vont dire simplement qu'on brise. Aujourd'hui, la manière dont le pays est géré, on va d'abord parler du point de vue militaire. Aujourd'hui, 99% des militaires congolais sont des ressortissants du Nord. Et donc, simplement, dans la partie ethnie Téké, ethnie de Sassou Nguesso. C'est ça la réalité. Le commandement militaire est géré quasiment par les Mossi de Sassou Nguesso. C'est ça la réalité. Et personne ne va nier cela. Donc, quand on parle de ces choses, ça n'a rien à voir avec le tribalisme, ça n'a rien à voir avec le régionalisme, ça n'a rien à voir avec la haine quelconque que nous avons. C'est ça la réalité que nous avons sur le terrain. Aujourd'hui, quand nous essayons de regarder la redistribution des équipements militaires, 99,99% de tous les équipements militaires que ça soit acheté se retrouvent dans la zone du Nord. Une façon de pouvoir essayer de protéger son régime, donc une façon de la conservation du pouvoir du Nord du moment où vous avez tous les équipements militaires qui se retrouvent dans un seul territoire. C'est ça la réalité. Et personne ne peut nier cela. Ou que ces petits Congolais, les brailleurs là, qui étaient, tout à l'heure nous allons revenir dans le divers, qu'ils viennent nous prouver le contraire de ce que nous sommes en train de dire. En regardant dans l'administration, qu'il s'agit de toutes les administrations du territoire du Congo, il s'agit de l'éducation, des finances, et partout, c'est géré par les gens de Mossi. C'est ça la réalité. Alors, nous sommes là en train de faire face à une espèce de colonisation. C'est-à-dire que le Congo, les autres ethnies du Congo, mais si vous essayez de regarder la carte du Congo, il y a un monsieur qui a fait une belle présentation. Quelqu'un venait de me l'envoyer. Je vais essayer de regarder. Quelqu'un venait de me l'envoyer dans quelques minutes avant que je commence le direct. Je vais essayer de regarder. Si j'ai la chance de retrouver ça, je vais vous présenter la structure, comment le Congo est structuré du point de vue ethnique. C'est ça la réalité, du point de vue ethnique. Et par rapport à ce point de vue ethnique, je vais simplement rapidement regarder. Juste donnez-moi un instant. Je ne sais pas si je vais avoir la chance de retrouver ça. C'est une présentation que j'ai jugée très utile, que je vais aussi publier dans mon mur et vous aurez le temps de le lire. La solution, le titre, si vous allez dans YouTube, vous tapez la solution de gouvernance que vous cherchez est dans cette vidéo. Hein, c'est ce qu'il dit là. Voilà, donc la solution, je vais simplement taper la solution. Voilà.
Voilà, parce que il faut toujours parler avec preuve à l'appui. Il faut toujours parler avec preuve à l'appui. Voilà, je vais essayer de voir comme ça. Bon, chers amis, pour ne pas perdre trop du temps, je mettrai ce lien. C'est la solution de gouvernance que vous cherchez et dans cette vidéo. C'est ça que je vais écrire. Voilà, on va essayer de voir si je vais le retrouver. Voilà, je l'ai retrouvé. Je vais essayer de voir si j'ai la chance de pouvoir essayer de vous faire jouer une section. Je vais simplement essayer d'avancer. Je vais essayer de voir. Voilà. C'est vraiment très intéressant le travail que ce monsieur a fait. On parle du Congo-Brazzaville. Il a présenté la diversification culturelle du Congo. Et c'est là qu'il a parlé des ethnies du Congo. Donc je vais essayer simplement de regarder si je vais retrouver le bon endroit. Et je vais essayer de présenter ça à tout le monde. Voilà. Donc voilà, j'ai retrouvé la section exacte. Je vais simplement essayer d'arrêter la partie vidéo. Et puis voilà. Un instant. Voilà. Donc je crois que c'est là. Voilà. Bon voilà. Donc je vais simplement essayer de zoomer. Je mettrai le lien sur mon mur Facebook. Allez-y regarder. C'est un bon décryptage que ce monsieur a fait sur le Congo-Brazzaville. Les solutions de gouvernance qu'il a proposées. Vous allez aller regarder. C'est très intéressant. Une vidéo de 49 minutes. Allez-y regarder ça, chers amis. J'ai reçu ce message-là, ce lien-là, quasiment 1 heure avant mon direct. Donc, c'est ce qui a fait même que je puisse commencer ce direct très en retard. Je voulais forcément écouter ce qui a été dit, d'énormes propositions. Allez-y regarder ça, chers amis. Moi, je vais simplement essayer de tourner la caméra pour vous présenter la situation du pays. Hein. Si vous voyez comment il a intitulé la population congolaise. Donc, il a essayé de faire la répartition des ethnies du Congo-Brazzaville, pourcentage, le nombre, et il a dit que la source venait de l'Université Laval, ici du Canada. Donc, vous voyez que les Téké, on parle de 34% selon le territoire, les Congos, on parle de 32,4%, les Téké, 12,4%, les Yombe, les Sundi, on parle des Mbossi, les Mbossi sont 3,5%. Donc ça sont les études réalisées par l'Université Laval ici au Canada et il a donné les sources. La source est là en bas. Donc si vous allez aller regarder sa vidéo, vous allez aller regarder. Vous allez donc voir les pourcentages des ethnies au niveau du Congo. Donc vous voyez que regardez 3,5% des Mbossi qui est en train de manipuler quasiment tout le pays. Vous voyez les autres ethnies. Donc les Congos qui sont quasiment à 32,4%, les Téké à 12,4%. Donc une minorité de 3,5% est en train de gouverner tout le pays seul. Alors, vous n'allez pas nous dire que les autres ethnies vont continuer à rester là, les bras croisés, à regarder les autres les dominer. C'est une forme de colonisation, hein, chers amis. Une minorité qui vient, qui se décide de piller l'économie, soutenue par, on peut le dire, des systèmes européens, France-Afrique ou américains, des gens qui ne visent que des intérêts d'argent, et on essaie de armer un clan, on leur donne la gouvernance totale du pays, et dans l'intelligence, les Mbossi essaient de piocher quelques têtes dans chaque département pour que ceux-là viennent avec eux. Mais ces gens-là qu'on pioche n'ont pas de pouvoir de décision, ni politique, ni économique, ni militaire, ni même éducatif, ni même de santé, le système de santé du Congo. Vous voyez qu'aujourd'hui, le Congo est dans cette catastrophe parce que vous avez un homme qui veut diriger le pays comme il était le propriétaire de ce pays. Le Congo est dirigé en ce moment-là comme étant, on peut le dire, le point focal de la prise de décision du Congo aujourd'hui, ce n'est plus Brazzaville. Et pourtant, dans sa constitution de 2015, il dit le Congo est un pays unitaire et dont la capitale est Brazzaville. Mais vous voyez que il dit Brazzaville, donc ça, quand il dit Brazzaville, donc le point focal de décision
doivent forcément partir de Brazzaville. Mais il l'a déplacé, hein. Il l'a déplacé. Ça se trouve maintenant dans son village à Oyo. La preuve en est que toutes les grandes constructions se font que dans son secteur. Vous voyez, chers amis. Donc, ça vous montre des ingrédients d'une scission, qu'on en veuille ou pas. Parce que les autres ethnies se rendent compte qu'ils sont colonisés par les Moshi. Et ça, il faut qu'on en parle. Donc, au doyen Isidore Ayatonga, ne nous dites pas que il n'y a pas des Congolais qui visent dans ce chemin. Si nous, on ne vise certainement pas, nous sommes en train de penser réellement à une unité nationale, mais on le dit, les ingrédients sont là. Il suffit seulement que une grande partie des gens au niveau des partis sud se décident aussi de mettre en place un équilibre de forces militaires et qui va donc barricader le sud. La scission du Congo est réussie. C'est ça la réalité. Et c'est ce que Sassou est en train de vouloir empêcher avec son système de la France-Afrique. Oui, chers amis. Mais, qu'on en veuille ou pas, on vous le dit, hein, chers amis. Il faut le dire que nous sommes comme des lanceurs d'alerte. Nous arriverons là à la scission du Congo. Donc, pour éviter que nous puissions arriver à la scission du Congo, il faut donc briser ce noyau-là. Ce noyau qu'on a implanté au Congo, qui devient une gangrène dans tout le système que nous avons au Congo, que ce soit le système économique, le système militaire, le système éducatif, le système de santé. Oui, chers amis. Quand on arrive à prendre des sociétés qu'on donne aux gens qui ont pillé le Congo, et des gens qui les achètent à un coût symbolique, ça vous donne tout, là, les conditions du pays. Oui, chers amis. Donc, on le dit, chers amis, il faut forcément que le peuple congolais, nous qui sommes cette diaspora, que le peuple est en train de compter sur nous, il faut que nous soyons cette diaspora d'élite qui vienne avec une vision claire du pays. Parce que nous avons là l'impression des clans, l'impression de la protection du pouvoir au nord. Et nous sommes en train de le dire. Tout Congolais qui est dans cette lignée de conservation du pouvoir au nord, en tout cas, chers amis, vous nous rencontrerez dans votre chemin. Tous ces Congolais qui sont de la conservation du pouvoir au sud, vous nous rencontrerez dans votre chemin. Nous voulons des Congolais objectifs, des gens qui veulent faire avancer le pays. L'Afrique de l'Ouest est en train d'avancer, nous on recule avec tout l'argent que nous avons eu. Et ça c'est inacceptable. Et nous voulons, de ce sur quoi, conserver les mêmes gens qui ont mené le pays à la banqueroute. Des gens qui n'ont même pas reconnu qu'il y a banqueroute du Congo. Sassou lui-même l'a dit qu'il n'y a pas de crise au Congo, que le Congo n'est pas en banqueroute. Alors c'est ça qui donne ma haine contre Sassou. Donc je n'ai rien à voir avec le tribalisme ou le régionalisme. C'est pas Sassou qui me nourrit, c'est pas Sassou qui a payé mes éducations, c'est pas Sassou qui a payé toutes mes études ici au Canada. Oui, chers amis. Ce n'est non pas le gouvernement congolais qui a payé mes études, mais demandez à ceux-là qui font des études ici, quand même qu'on a la citoyenneté, combien nous payons par les cours ici. Ça simplement, je vous le dis, en programme d'ingénieur, étant un citoyen canadien, c'est minimum autour de 10 000 à 15 000 dollars, minimum par année. Vous voyez, chers amis. Vous voyez, donc, ce n'est pas Sassou qui a payé mes études. Donc, je n'ai rien à cirer. J'ai la colère parce que je vois toute cette jeunesse du Congo qui a zéro avenir avec ces gens-là. C'est ça la réalité. Vous pouvez mettre Sassou là, vous le mettez encore 100 ans, il va plonger encore le pays de plus en plus. Donc, s'il a mis le Congo à moins 5, il va emmener le Congo à moins 150, moins 1000. C'est ça la réalité. Donc, on le dit, cher simplement, nous devons travailler dans le sens de déboulonner ce système par tous les moyens. C'est ça la réalité. Et si nous ne le faisons pas, nous arrivons à la scission du Congo parce que tous les ingrédients de la scission du Congo est là. Les autres départements, nous avons présenté tous les autres ethnies du Congo aujourd'hui. Les populations sont colonisées par une minorité qui sont là, qui sont les Moshi. Et ça vient encore de démontrer cette colonisation lors des procès d'Abira, même du procès Moukoko. Nous avons entendu toutes ces stratégies qu'ils ont mis en place pour piétiner les autres de ce pays. Et c'est ça la réalité. Alors, donc on le dit, chers compatriotes, démocrates africains, les amis du monde entier, tous ceux qui nous soutiennent à travers le monde entier, qui nous envoient des informations, nous ne sommes pas des gens qui sont là pour la haine pour les Congolais, ou la haine pour les Moshi, ou la haine pour les sudistes. Nous sommes, mes chers amis, je ne suis pas politicien, je n'ai jamais fait de cours de politique, mais je suis un homme objectif. Je suis un ingénieur, je dois voir les choses d'une manière objective et d'une manière claire. Qu'il n'y a pas de solution politique avec Sassou, vous pouvez lui donner tout ce qu'il est capable de pouvoir amener. Sassou a tout eu, le peuple congolais. Il a tout eu. Ce pays-là lui a tout donné à ses parents, mais en contrepartie, il n'a jamais aimé le pays, Parce que si c'était un homme qui aimait le pays, aujourd'hui, le pays ne serait pas là. Le Congo devait devenir un petit Qatar
quand nous voyons la période, la fourchette du temps, quand il a chassé les Souba par son coup d'état militaire, mais parce qu'il y avait le projet pétrolier qui venait, c'est ça la raison qui a fait qu'ils puissent chasser les Souba. Les négociations que les Souba avaient eu à faire, quand les Souba disaient qu'au deuxième mandat, le Congo serait une petite Suisse qui va décoller. Mais les Souba voyaient les recettes pétrolières et minières qu'il avait déjà négociées. Donc, les Souba au moins avaient déjà une vision pour pouvoir développer le Congo. Mais vous voyez que Sassou arrive, il tombe sur une manne pétrolière, mais qu'est-ce qu'il fait? Il le réserve à sa famille. Et vous voulez que moi, Congolais, conscient de cela, je vais être content de Sassou? Jamais du tout. Sassou, à ma place, il ne serait jamais content. On va vous faire jouer une vidéo, là. C'est ça la réalité, chers amis. Parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable ce que nous sommes en train de voir dans plusieurs Congolais. Plusieurs Congolais viennent avec des critiques inutiles. Ils sont là en train de critiquer. Vous voyez, chers amis. Ouais. Quand ils parlent, quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais éventuellement, nous sommes ces démocrates qui ne peuvent pas accepter. Et ce que Sassou est en train de faire. Je suis très sûr, hein, chers amis. Parce qu'il faut le dire que Sassou, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit. Et quand il voit nos vidéos aussi, je crois que Sassou se dit clairement dans sa tête, il est très conscient, il sait de quoi nous sommes en train de parler. À un certain moment, si Sassou était une personne raisonnable, Sassou, à un certain moment, quand il voit mes vidéos, il est capable de dire que ce garçon est dans le vrai chemin parce qu'il dit la vérité. Si Sassou peut enlever, il y a des moments où nous avons la fougue quand nous expliquons des choses au peuple congolais, mais quand Sassou essaie de regarder dans la concordance des idées ou dans ce combat, Sassou, je suis très sûr qu'il est très conscient que si on essaie de voir dans toute cette diaspora, Sassou est très conscient de dire que nous sommes dans le vrai chemin, nous sommes en train de dire des choses objectives. Malheureusement, Sassou est pris lui-même dans l'étau de cette prison. Il faut le dire que le Congo est une prison à ciel ouvert. Tous ceux qui vivent en prison sont des prisonniers politiques. C'est ça la réalité. Donc, quand deux fois il y a des gens qui veulent nous ramener des conditions préalables à un quelconque dialogue entre guillemets, qu'à la libération de Moukoko et Okombi, mais vous êtes en train de faire fausse route. Parce qu'il faut le dire que tout jeune qui vit au Congo est dans une prison. Toutes nos mamans, nos sœurs sont dans une prison. Mais comment nous devons faire pour libérer ces gens-là? Mais c'est là où nous allons donc attaquer notre troisième point, qui est donc la résistance dans un esprit militaire. Oui, chers amis. La résistance dans un esprit militaire. Au lieu que nous sommes en train de voir des amis qui n'ont pas la résistance dans l'esprit militaire, qui sont en train de shifter comme des véritables girouettes. Nous avons vu déjà avec ce désordre qu'il y a eu à Paris tout dernièrement, le voyage de Sassou a disloqué une grande partie de la diaspora de Paris. Et heureusement, il y a encore des compatriotes dignes de ce nom qui ont pris le dessus, qui sont allés donc tout de suite faire une déclaration pour dire qu'ils n'étaient pas avec eux. Nous félicitons tous ces grands frères, tous ces compatriotes qui ont dit non. Parce que ça serait une trahison simple, de la même manière que l'opposition a trahi le peuple congolais à Brazzaville, que les parfaits Kolela, que le peuple congolais était derrière eux, ils ont trahi, les Satimabiala ont trahi. Alors, c'est de la même façon que nous devons encore enfoncer le poignard au dos des jeunes Congolais, ou du peuple congolais, ceux qui vivent dans la prison qu'on appelle le Congo, Brazzaville, le Congo. Vous voyez, chers amis. On remercie ses amis et tous ses compatriotes qui ont pris le dessus, ont fait une déclaration d'une manière claire. On dit non, nous ne sommes pas avec eux. Vous voyez, chers amis. Nous avons vu Brice Landry Deco a fait une vidéo, là où il est venu apporter plusieurs explications. Certains compatriotes ont eu à bouder qu'ils n'étaient pas au Bristol, ils n'étaient pas n'importe où, mais Brice Landry Deco a démontré que ce n'était pas au Bristol, mais c'est pas à Hilton, c'est pas à Sheraton, à Paris. Et dans ce groupe, il y avait des compatriotes, hein, chers amis, des compatriotes qui font des directs à tous les jours, des compatriotes qui accusent même des gens parce que ils veulent essayer de diviser la diaspora pour essayant de disloquer la diaspora en diaspora Nibolek, diaspora Dupoul, ainsi de suite. Hein? Quand Dominique Nkunku est venu avec son livre Le génocide de Larry, ce compatriote-là a fait des milliers de vidéos sur YouTube en condamnant les autres parce qu'on dit que les Nibolek, entre guillemets, parce que moi je ne suis pas Nibolek, moi je suis Congolais, il faut le dire. Je viens d'une ethnie Babembe, mais je suis Congolais. Vous voyez, chers amis.
Et quand on nous divise, Nibolek, Tchèque, ça c'est vous. Ouais, chers amis. Ce compatriote fait des vidéos pour essayer de diviser les Congolais. Parce que, soi-disant, un certain nombre de compatriotes ne voulaient pas aller à Genève. Mais chers amis, c'est un choix à partir à Genève ou pas. Il y a de ceux qui sont partis, il y a de ceux qui ne sont pas partis. Mais lui-même qui a fait ces vidéos-là de partir à Genève, il n'était jamais parti à Genève. La raison qu'il a évoquée, il a dit quoi? Parce que sa femme a fait un enfant, qu'ils ont eu un bébé. Mais ce même compatriote, la raison qu'il a évoquée, sa femme a eu le bébé. Mais on l'a retrouvé à Hilton ou à Sheraton. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Landry Brice Deco qui le dit dans sa vidéo. Et il y a des preuves qui sont là. Vous voyez? Le lion de Makanda, quand il est venu donner ses explications, lui au moins il est venu dire la vérité, qu'il était là. A même dit que ce compatriote-là était là, chers amis. Alors, chers amis démocrates africains du monde entier, si vous ne menez pas de la résistance dans l'esprit militaire, vous n'êtes que des girouettes, vous n'êtes que des petits papiers qui ont toujours le séquel de la mangeoire. C'est ça la réalité. Mais parmi ces compatriotes que Brice Landry Deco a cité, mais on va vous montrer une photo, parce que nous avons dit, nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde, on vous montre vos photos, on dit vos noms au peuple congolais. Alors, chers amis, nous ne sommes pas là à s'amuser dans ce combat parce qu'on n'a pas d'amis. Chers amis, nous avons fait exprès de brouiller la photo de ce compatriote parce que ce compatriote, nous n'avons pas voulu que vous puissiez l'inclure dans cette catastrophe qui est en train de se passer avec des adeptes de la mangeoire. Hein, des girouettes qui changent de direction à chaque moment. Et il faut le dire que ces girouettes sont les agents de la DGST au niveau de Paris, ceux-là qui informent le système Sassou de ce qui est en train de se passer. Ils font semblant de venir sur les plateaux de télé avec nous, mais en réalité, ils travaillent dans le camp de Sassou. Donc, vous devez faire excessivement attention avec ces compatriotes. Et ça, la réalité, chers amis. Vous le voyez ici, Harry Paul Mpouélé, pendant le voyage de Sassou. Mais allez-y voir la vidéo de Lideko et vous explique tout. Et vous dit le rôle que ce monsieur a joué et quels sont les gens qui ont été avec lui. Ce sont ces deux compatriotes. Je ne dis pas leur nom, mais je montre leur visage. Vous le voyez ici. Donc vous voyez que cette alliance-là demeure là. Vous voyez, chers amis. Et ça, la réalité, chers amis. Ces mêmes compatriotes, vous le voyez faire des vidéos, nous parlent d'un quelconque dialogue. Vous allez aller dialoguer avec qui? Dans quelle mesure? Dans quel contexte? Sassou? Vous allez dialoguer avec Sassou? Mais il va vous emmener où dans les dialogues? Vous voyez, chers amis. Alors, tant que vous ne menez pas la lutte avec Sassou dans un esprit militaire, rien ne se fera. La solution politique, vous n'aurez pas ça au Congo-Brazzaville. Et ça, on vous le dit 1 million de fois. Nous sommes objectifs parce que nous sommes en train de regarder dans la grande carte les problèmes du Congo. Nous sommes en train de regarder les manipulations. Vous voyez comment déjà dans la manipulation. Mais le rôle que Mpouélé, Marie-Paul Mpouélé est venu faire, mais je crois que Brice Deco vous l'a dit. Mpouélé n'a jamais voyagé dans sa vie. Jamais. C'est son premier voyage, venir à Paris. Il vient en mission pour remplir la tâche de Mboulou. Mais Mboulou est dirigé par qui? Par les filles de Sassou, les enfants de Sassou. Donc il faut faire un contrepoids. Oui, chers amis. Et il a réussi, il prend donc son écurie. Mais l'écurie qu'il a pris, que Landry Brice Deco venait de dire, qui se retrouvait à l'hôtel là, avec le nom de Makanda. Dans cette photo que vous voyez, Henri Nzonza, que vous voyez Armand Mandiono, que vous voyez Marcel Makomé et le nom de Makanda, mais ils étaient là avec eux. Vous voyez? La vérité est venue, Landry Brice Deco est venu dire, et ces mêmes compatriotes, vous le voyez, ils sont là en train de nous insulter sur les médias. Là. Ils envoient des publications, ils veulent débattre avec Bernard Pongui. Vous avez déjà, Bernard Pongui va débattre avec un sot, avec des gens qui sont à coquiner au syndrome de la mangeoire. Je ne peux pas débattre avec vous. Avec quel média? Le même média que vous voulez débattre avec moi, c'est le média qui est allé prendre de l'argent, c'est Mpouélé. Et c'est pas moi qui le dis là, c'est... Oh, mais ça me fait pitié, hein, chers amis. Il y a un certain moment, ça me fait pitié. Parce que c'est inimaginable que vous êtes en Europe, en Occident, vous êtes capable d'aller vous former, capable de chercher des véritables emplois. Vous attendiez que des gens quittent Brazzaville pour venir vous donner des miettes. Et vous êtes là à faire de la traîtrise, à créer de la tension, à créer de la division. Alors nous, on ne rentrera pas dans ce jeu. Mais nous sommes là pour dire au peuple congolais la vérité. Pour montrer vos visages. Parce qu'il faut le dire que ces mêmes individus que vous voyez dans cette photo, ils sont déjà partis à Brazzaville. Ils ont des connexions à Brazzaville.
Toutefois que les gens du système de Brazzaville viennent à Paris, ils sont avec eux. Quand Elvis Talisson vient à Paris, mais tout ce monde-là est là, on va encore vous montrer la photo. Quand Talisson vient à Paris, vous le voyez, les adeptes de la mangeoire avec eux. Mpouélé venait à Paris, les mêmes adeptes de la mangeoire, ils étaient avec eux. Et vous dites qu'ils sont dans le combat. Ils ne peuvent jamais être dans le combat, chers amis. Alors c'est ça la réalité. Tant que vous ne prenez pas l'esprit militaire pour entrer dans le combat, rien ne se fera. Voilà pourquoi ceux qui veulent nous aider hésitent encore. Parce qu'on voit en nous des gens qui sont capables de changer, des véritables girouettes. Dès qu'on jette un billet de CFA, vous tournez tout de suite. Vous suivez cette direction d'argent. C'est très dangereux, même dans votre propre dignité, dans votre propre vie. Un homme ne peut pas être instable quand on jette un billet d'argent. Si vous dites que vous êtes des hommes politiques, mais nous en tout cas on le dit, moi je ne suis pas un politicien, mais moi je vois la vie du Congo d'une manière objective. Vous partez auprès de Sassou, mais vous êtes comme un appât. L'homme va vous manipuler. Vous avez vu les promesses que Sassou a fait en 2010, des réformes dont il vous a parlé. Nous avons fait jouer la vidéo. Il a fait? Non. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, si nous retrouvons dans cette situation économique, c'est parce que ce même homme qui a promis devant les médias, 2 février 2010, qu'il va mener des véritables réformes, mais il n'a jamais fait. Allez-y encore regarder le début de la vidéo, vous verrez tout ça. Alors, vous voulez que Dieu nous a dotés d'un petit cerveau, qu'on va s'asseoir pour discuter avec Sassou? Non, chers amis, la solution est militaire. Comment enlever Sassou? Les stratégies, c'est tout un chacun de nous de réfléchir pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, on vous dit, ne perdez pas votre temps sur le chemin politique. Il n'y en aura pas. Ne perdez pas votre temps sur de quelconques dialogues ou de quelconques monologues. Tout Congolais qui refuse la solution militaire pour déboulonner le système Sassou. Parce qu'il faut le dire, chers amis, il ne s'agit pas simplement de déboulonner le système Sassou, mais il s'agit de déboulonner tout, y compris le système militaire. C'est-à-dire, nous maintenons la proposition d'emmener 40 000 troupes pour assurer la sécurité quand nous allons déboulonner Sassou Nguesso. Parce que si vous déboulonnez Sassou Nguesso, vous laissez le même système militaire, que d'ailleurs les Souba avaient commis la maladresse, de laisser le même système militaire, et vous voyez que c'est le même système militaire qui reviendra pour commettre des coups d'État. Donc vous voyez que tout le travail que nous aurons eu à battre, ça sera du travail dans le vide. Il faut le dire, il faut ramener la solution militaire, vous positionnez 40 000 troupes pour assurer la sécurité du pays, et vous reformez les militaires congolais, des policiers congolais. Nous n'avons pas besoin de la gendarmerie parce que ça serait de l'argent gâché pour rien. La police sera capable de faire ce travail. Et que ça sera des policiers instruits pour respecter la constitution du Congo. Ce sera des policiers ou des militaires instruits pour respecter le drapeau congolais, respecter le citoyen congolais. C'est ça la réalité. La loi doit primer. Un général ne veut pas venir imposer sa loi ou un capitaine, un colonel. C'est la loi, ce sont les juges qui auront le pouvoir. Et ce ne sera pas des juges biaisés. Un juge qui va à l'encontre de la loi, lui-même aussi sera condamné. C'est ça la réalité, chers amis. Tant que nous n'aurons pas posé ce genre d'actes au pays, ben nous allons continuer à enrouler le pays en porte-à-faux, de destruction en destruction. Alors, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, on vous le dit, voilà un peu ce que nous tenons à dire aujourd'hui. Pour des amis qui sont en train de vous parler du dialogue, c'est de la haine. Hein? Moi, j'aimerais parler ici aussi à Armand Manziono, qui a simplement fait une publication dans laquelle il dit « Miku de Nanitelamion est un escroc ». C'est triste, hein, chers amis, parce qu'il faut le voir que Armand Manziono a été un fervent combattant du rassemblement, on peut le dire, l'idéologie de Miku de Nanitelamion, hein, chers amis. Mais vous avez vu là, Armand, parce que Armand Manziono est allé s'aligner avec les Makomé, Miku de Nanitelamion a fait une petite remarque, et Armand Manziono a pris cette remarque dans le sens des insultes. Comme d'ailleurs que nous sommes en train de regarder toutes ces insultes que Nango, Evrad Nango est en train de faire sur les autres, que Diafouka est en train de faire sur les autres. Allez-y voir des insultes. Où on insulte les Bernard Pongi, que Bernard Pongi est incapable de payer les vacances à l'extérieur du Canada. Mes chers amis, nous on n'a pas besoin de déballer notre vie familiale sur les médias sociaux. Quelques vies familiales que moi je dévoile, c'est Bernard Pongi seul ou Bernard Pongi avec son tout petit bébé. Mais vous ne pourrez jamais, vous ne connaissez pas ma femme, vous ne connaissez pas
tous mes enfants. Vous voyez, chers amis. Les médias sociaux, je suis là dans un média social politique pour dire la vérité au peuple congolais. Et on n'est pas là pour déballer la vie familiale. Si vous déballez la vie familiale dans les médias sociaux, ce n'est pas tout le monde. Bon, si vous dites aussi Bernard Pongui n'a pas de moyens pour se payer un voyage à l'extérieur du Canada, mais tant mieux parce que Bernard Pongui a ses priorités. Ses priorités, c'est peut-être sa maison, c'est peut-être ses enfants, sa famille. Et c'est peut-être aussi les moyens de Bernard Pongui sont des moyens limités pour pouvoir payer des vacances à l'extérieur. Mais vous avez des moyens parce que vous recevez de l'argent simple qui revient de Brazzaville, parce qu'on vous achète ces voyages-là. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Alors, chers amis, on le dit, je vois M. Diafouka connecté, on le dit, nous sommes clairs, l'esprit de girouette, nous n'avons pas besoin dans ce combat. Nous voulons combattre le système Sassou, soyons de véritables hommes objectifs dans le vrai sens du combat. Au lieu de nous mentir à tout moment, vous allez de gauche à droite, vous mentez comme vous respirez. On n'a plus besoin du mensonge. Et les insultes, ça n'a pas sa place dans ce débat. Venez avec des arguments, ça ne sert pas de venir insulter. Vous voulez aller dialoguer avec Sassou, payez vos billets, allez-y à Brazzaville, discutez avec Sassou, occupez vos fonctions. Mais ne cherchez pas à embarquer toute la diaspora dans votre gangrène. Parce que vous savez que vous n'aurez pas la solution avec Sassou. Mais chers amis, on vous le dit, laissez le temps jouer de notre faveur. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi ce direct et à la prochaine fois. Au revoir.